Le sociologue Pierre Bourdieu distinguait l'artiste maudit, victime temporaire ou définitif, c'est moi qui ajoute le second adjectif, de la réaction que suscite la révolution symbolique qu'il opère à travers son œuvre, fin de citation, de l'artiste bohème, artiste raté qui prolonge sa révolte adolescente au-delà de la limite socialement assignée, fin de citation. En 2025, l'artiste maudit existe sûrement, mais n'étant pas un spécialiste des arts, je préfère dire que je le suppose. Cet individu a le pouvoir de réveiller la société par sa force de création et d'agir, et continue d'œuvrer contre vents et marées sans qu'il ne soit, cependant, nécessairement reconnu par l'univers médiatique. Quant à l'artiste bohème, en plus des efforts qu'il doit faire pour se faire une place, et donc un nom, dans une société inhospitalière, il doit désormais faire valoir d'autres atouts dans son jeu. Le premier d'entre eux est fort clair. Se dégoter un atelier pour créer, un lieu aux dimensions non fragmentaires qui lui offrirait ce compromis heureux entre l'espace de production et l'exercice serein de son art. Le verdict me semble sans appel. L'artiste bohème n'existe plus dans le Paris néolibéral. La vie de bohème est un luxe qui lui demanderait de descendre trop profondément dans les entrailles des bas-fonds de la capitale pour faire le métier. Sauf à être rentier, la femme ou le mari d'une personne qui dispose de revenus pour deux, l'artiste bohème est un statut qui me paraît condamné, à Paris. La vertu devenue inhérente à l'art et son addiction rampante au capitalisme, ce capitalisme qui l'a si exploité qu'il a fini par le réduire à une opération d'optimisation fiscale. Qui peut encore être artiste à Paris ? La réponse se trouve du côté des marchands, exclusivement des marchands. Depuis l'entame des années 2000, en plus de l'argent, les fortunés disposent d'une autre ressource, les lieux d'exposition. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, la Bourse du commerce, qui était une propriété privée, a été rachetée par la ville de Paris en 2017 pour 86 millions d'euros. La municipalité socialiste en a ensuite confié la gestion à une filiale d'Artémis, propriété du milliardaire François Pinault, via un bail de 50 ans. L'homme d'affaires l'a converti en musée d'art contemporain, lui donnant une nouvelle identité, la Bourse de commerce Pinault Collection. Il fallait, il est vrai, rendre à César ce qui appartient désormais à César. La fondation Louis Vuitton, la propriété de son milliardaire siamois, Bernard Arnault, forme l'autre exemple de cette emprise capitaliste sur l'univers de l'art contemporain. Dans le cadre d'une convention d'occupation en date du 1er janvier 2007, et ce pour une durée de 55 ans, au terme de laquelle le bâtiment reviendra à la ville de Paris, le milliardaire paye à la ville une redevance forfaitaire annuelle de 100 000 € jusqu'au terme de la convention. Un pourboire, une peccadille. Ces industriels, amasseurs de capitaux et qui prospèrent sur l'optimisation fiscale en développant leur goût pour l'art contemporain, ont fait de l'art une matière d'épargne et des artistes des sujets féodaux. On pourrait au reste élargir cette observation aux architectes qu'ils ont transformés en opérateurs complaisants de leur désir de majesté. Ces milliardaires ont bien compris que dans un monde sous la coupe du néolibéralisme, les architectes médiatiques préfèrent se mettre à leur service que de se dissoudre avec le reste d'une profession captive d'une obsolescence programmée, faute de perspective publique. Cette domestication capitaliste de l'art s'est lentement opérée. C'est l'impact dévastateur de l'urbanisme parisien qui l'a intensifié. Cette histoire mérite ici d'être rappelée. Les bulldozers de la rénovation du quartier de la Bastille, à l'entame des années 1980, un territoire historique de la présence des artistes dans la capitale, ont alors vidé de ce secteur nombre d'entre eux. Ils se sont ensuite installés dans les arrondissements populaires de la capitale ou en proche banlieue. Belleville, du 11e au 20e arrondissement, a accueilli la majorité de ces dégagés. Les mètres carrés disponibles n'y manquaient pas à cette époque,
ce qui leur permit d'y emménager pour des loyers modestes. Peu de temps après, naquirent les portes ouvertes des ateliers de Belleville. Cette démarche revendiquait une approche politique de l'art dans la ville. Tisser des liens entre l'art et son environnement social, populaire et cosmopolite, c'était le mettre au service de l'éducation populaire. Leur répit fut de courte durée. Après le quartier de la Bastille, l'urbanisme de la gentrification posa ses crocs dans le bas de Belleville avant de s'attaquer à son plateau. Des ateliers ont fermé, des artistes ont quitté Paris. C'est la loi du marché, concède-t-on dans ces circonstances. Dans la capitale, cette loi marche en avant, d'un pas sûr et endurant, car le temps joue en sa faveur. Elle sait que sa domination sur la sociologie parisienne servira toujours ses intérêts. Elle sait en outre que l'art s'incarne à Paris dans une figure sociale mystifiée. Il s'est recyclé en une astuce attrayante au bonheur des riches. Les couronnes de laurier, ce sont eux qui les tressent, eux qui les ordonnent. Le reste, ce que l'artiste Joseph Beuys considérait comme l'art, une science de la liberté, n'est qu'insignifiance à leurs yeux. L'art est une ressource qui doit faire leur fortune et parfaire leur image. Dans ces conditions, on peut affirmer ici que l'art, comme signifiant populaire, est mort à Paris. Au milieu des années 1990, un artiste, ami de ma compagne d'alors, fit partie des déménagés de Paris. Il nous avait invités à visiter son nouvel atelier, un ancien local artisanal situé dans le centre de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il créait des œuvres monumentales. L'endroit et sa hauteur de plafond élevé l'avaient consolé de devoir quitter Paris. En outre, son loyer était modique. Personne à ce moment-là n'idéalisait cette commune aujourd'hui hors de prix en son centre. Le souci de cet ami était ailleurs, y faire venir les galeristes parisiens. À cette époque, la banlieue populaire n'avait pas la gueule de l'emploi en matière de vie artistique. Traverser le périphérique était une épreuve pour l'immense majorité d'entre eux. C'est toujours le cas pour nombre d'entre eux, même si Montreuil échappe un peu au stigmate du racisme de classe. Revenons pour finir à Paris. Pendant que le Paris des riches lui trace des perspectives rentables, les artistes y sont en quête de perspectives. La vertu inhérente de leurs conditions misérables consiste désormais à donner des cours, à organiser des stages durant les week-ends ou les vacances scolaires, à courir les subventions ou les résidences d'artistes pour se donner les moyens de conduire leurs propres projets. Qui s'intéresse à la misère de leurs conditions sociales, excepté leurs proches, leurs amis ou leurs familles? Paris est pour eux comme une longue agonie qui se terminera par leur conciliation avec les modalités du capitalisme foncier. Je pense ici à ce lieu improbable dans la capitale, les frigos, dans le 13e arrondissement. Hier, une gare frigorifique, aujourd'hui un lieu de création et de production. Ce bâtiment, architecturalement séduisant, est le dernier pont entre la dimension humaine et collective de l'art dans la ville et la mutation petite bourgeoise de l'urbanisme parisien. Il se situe en effet en plein cœur de Paris rive gauche. Combien de temps pourra-t-il résister à son absorption toute crue par les barbares de la rente foncière? Son emprise foncière fait sûrement rêver les investisseurs financiers. Je pense par exemple à Xavier Niel, le patron de la station F, cette machine à cash de l'économie numérique, inaugurée pas très loin de là, dans l'ancienne halle Fraissinet. Le milliardaire cool, ainsi que les médias populaires aiment à le présenter, a également niché dans ce secteur le siège du journal Le Monde, dont il est un actionnaire important. Pourquoi ne pas imaginer que pour boucler son capital foncier dans le quartier, le gendre de Bernard Arnault s'offre prochainement les frigos de Paris, la propriété pour le moment de la ville? Ce scénario n'est en aucun cas une vue de l'esprit. La mainmise du Paris des riches sur l'urbanisme parisien montre qu'ils ont encore faim d'opulence dans une capitale qui se rêve un destin de ville-monde. Fermez les yeux. Imaginez à présent les ex-frigos devenus une pépinière d'artistes allégés du fardeau de la quête d'un atelier à Paris, des individus désormais hébergés chez un mécène qui s'occupe du bon et du mauvais de leur destinée et qui monnaie leur talent et leur production contre leur servitude à ses règles. Il n'y a pas toujours de mauvaise conscience à succomber à son exploitation par un système avilissant dès lors que les idéaux ont été enterrés sur l'autel du réalisme froid. Paris n'est artistiquement plus une fête, saisissant